Je peux commencer maintenant. Je peux commencer. Très bien. Donc, aujourd'hui, nous allons aborder le deuxième chapitre, les mémoires. Donc, commençons par une petite définition. C'est quoi une mémoire? Donc, la mémoire est le lieu de stockage de l'information. Donc, c'est un emplacement dans l'ordinateur où on peut stocker les informations. Donc, c'est un dispositif composé d'un ensemble de cellules de 1 bit. Donc, c'est un ensemble de cellules. Chaque cellule binaire contient un seul bit. Donc, c'est une définition simple. C'est le lieu de stockage des informations dans un ordinateur composé d'un ensemble de cellules. Chaque cellule, on peut enregistrer dans une cellule combien de bits? Un seul bit. Utilisation des mémoires. Donc, plusieurs modes d'utilisation. Donc, plusieurs types de mémoire dans un ordinateur. Par exemple, lors de démarrage d'un ordinateur, un programme contenant des instructions de démarrage s'exécute. C'est un programme de démarrage préliminaire. Donc, ce programme est enregistré dans une mémoire appelée ROM. Donc, c'est un exemple d'utilisation d'une mémoire qui est appelée ROM, Read Only Memory, c'est une mémoire morte. Donc, elle contient quoi? Elle contient un ensemble d'instructions de démarrage préliminaire d'un ordinateur. Deuxième exemple d'utilisation d'une mémoire dans un ordinateur. Les données, les programmes sont enregistrés d'une manière permanente. Donc, je peux enregistrer des données, des programmes d'une manière permanente, c'est-à-dire d'une manière durable, dans des mémoires appelées mémoires de masse ou bien mémoire auxiliaire, comme un disque dur, un flash disk, un CD. Donc, je peux enregistrer mes données, mes images, mes photos, mes films, mes programmes, mes données, d'une manière permanente, dans des disques durs, des flash disks. Donc, ce sont appelés les mémoires de masse. Donc, c'est un deuxième type d'utilisation des mémoires pour un stockage permanent. Un autre mode d'utilisation. Pour être exécuté, les programmes. Donc, j'ai un programme à exécuter. Donc, les données sont chargées dans une mémoire appelée RAM. Donc, rappelons que les programmes sont stockés d'une manière permanente dans des disques ou bien des mémoires, des flashs ou bien. Donc, ce sont les mémoires de masse, les mémoires auxiliaires. Mais lorsqu'on veut exécuter un programme, donc il faut charger ce programme dans une autre mémoire appelée RAM, Random Access Memory. Donc, c'est une mémoire vive. Donc, c'est un troisième mode d'utilisation d'une mémoire. Un autre exemple d'utilisation. Lors de l'exécution d'une instruction, le microprocesseur peut utiliser des mémoires temporelles, des mémoires tampons, appelées des registres, pour un stockage. Ce sont comme un brouillon, des intermédiaires, pour faire des opérations. Par exemple, il a besoin de stocker une information, puis il a utilisé, etc., pour faire des calculs, des additions, des multiplications. Donc, il a besoin des petites mémoires appelées registres. Donc, la localisation de ces registres, c'est le microprocesseur. Ils sont installés ou bien montés dans le microprocesseur. Donc, c'est un mode d'utilisation d'une petite mémoire qui est les registres. Un autre mode d'utilisation, pour diminuer le temps d'accès à la RAM, donc le microprocesseur, on a dit que les programmes sont chargés dans la RAM pour être exécutés. Donc, pour diminuer les accès entre microprocesseur et RAM, l'ordinateur utilise une mémoire, une petite mémoire. Elle est plus rapide et plus proche du microprocesseur. Donc, cette mémoire contient des copies des données enregistrées dans la RAM. Bien sûr, les données les plus fréquemment utilisées. Donc, elle est appelée une mémoire cache. Donc, lors des accès entre microprocesseurs
et RAM. Donc, le microprocesseur possède une petite mémoire appelée mémoire cache. Elle contient des copies des informations enregistrées dans la RAM. Donc, lorsqu'il est besoin, par exemple, d'une information de la RAM, donc il cherche premièrement dans la mémoire cache. Est-ce que la copie de cette information existe de la mémoire cache pour éviter l'accès vers la RAM, parce que la mémoire cache est plus rapide. Donc, c'est quoi une mémoire cache? Une petite mémoire contient des copies des informations de la RAM. Donc, ces informations sont utilisées pour éviter les accès RAM, donc pour gagner un peu de temps. Un autre mode d'utilisation, pour diminuer le temps d'accès aux mémoires de masse. Donc, par exemple, j'ai besoin d'une information qui est enregistrée dans le disque dur, par exemple. La même chose, le microprocesseur utilise une petite mémoire appelée mémoire d'appui. Contient des informations, des copies des informations qui sont enregistrées dans le disque dur. Donc, lorsque le microprocesseur a besoin d'une information stockée dans le disque dur, il vérifie est-ce qu'une copie existe dans la mémoire d'appui. Donc, si oui, ce n'est pas la peine d'aller au disque dur pour la charger. Donc, utiliser directement cette information à partir d'une mémoire d'appui. Donc, c'est une mémoire équivalente à la mémoire cache. Elle contient des doubles de l'information pour l'utilisation plus rapide. Voilà. Donc, ce sont les modes d'utilisation principaux dans un ordinateur. Caractéristiques des mémoires. La capacité. Donc, une mémoire est caractérisée par sa capacité de stockage. Donc, elle représente la quantité d'informations stockables. Elle est exprimée en bits, ou bien en bytes, en octets, ou bien en kilo-octets. Voilà, voici quelques unités de stockage. Le octet, c'est 8 bits. Le kilo-octet, c'est 1024 octets. C'est 2 puissance 10. Lorsqu'on utilise des puissances de 2, ou bien 10 puissance 3 lors de l'utilisation des puissances de 10. Le mégaoctet, c'est 1024 kilos. Le giga, c'est 1024 mégaoctets. Le téra, etc. Alors, ce sont des unités pour représenter la capacité d'une mémoire. Deuxième caractéristique, le temps d'accès. C'est le temps nécessaire à une opération de lecture-écriture. Donc, les registres sont les mémoires les plus rapides. Pourquoi? Parce qu'ils sont installés dans le microprocesseur. Aussi parce que sa taille est très, très réduite. Les mémoires caches, puis la mémoire centrale, puis la mémoire d'appui, et à la fin, la mémoire de masse, les mémoires de masse comme les disques durs, etc. Donc, la vitesse, lorsqu'on on monte dans ce pyramide, donc on trouve les mémoires les plus rapides sont les registres. Bien sûr, la capacité diminue. Donc, les mémoires de masse sont les plus... les mémoires de masse possèdent la capacité la plus importante, la plus grande. Autre caractéristique, le débit. Donc, c'est la quantité d'informations lues ou écrites par unité de temps. Donc, on peut exprimer le débit, par exemple, mégas par seconde, par exemple. La durée de mémorisation, c'est la durée pendant laquelle une information est conservée en mémoire. Elle peut être quasi permanente, c'est-à-dire durable, comme une ROM, un disque dur. Donc, la durée est illimitée, non limitée. Elle peut être temporaire, comme les DRAM, les RAM dynamiques. Donc, parce que les RAM dynamiques utilisent des condensateurs qui sont chargés. Donc, avec le temps, les condensateurs se déchargent. Donc, elle peut
convertir les 1 en 0. Donc, c'est pour ça qu'on a dit que la durée de mémorisation la mémorisation est temporaire. Un autre type de mémorisation, c'est une mémorisation volatile, c'est-à-dire en fonction de la présence du courant électrique. Comme les RAM, lorsqu'on coupe le courant, les informations sont perdues. Donc, on dit que cette mémoire est volatile. Localisation. Donc, j'ai les endroits où sont placées ces différentes mémoires. Donc, j'ai une carte mère. On trouve dans la carte mère le microprocesseur. Dans le microprocesseur, on trouve les registres. On trouve les mémoires caches. Donc, il y a des mémoires caches qui sont internes au processeur. Il y a des types qui sont externes. C'est pour ça que j'ai mis la mémoire cache comme ça. On trouve dans la carte mère la mémoire centrale. Et à l'extérieur, on trouve les mémoires auxiliaires. Les mémoires de masse, voilà, les mémoires auxiliaires. Mode d'accès. Comment accéder à une information stockée dans une mémoire? On trouve plusieurs modes d'accès. Accès séquentiel. C'est l'accès le plus classique. Donc, pour accéder à une information, il faut parcourir toutes les informations qu'elle a prises. Par exemple, les bandes magnétiques sont des supports qui ressemblent les cassettes, les films cassettes. Donc, pour accéder à une information, il faut tourner la bande jusqu'à arriver à l'endroit où l'information est stockée. Donc, le mode d'accès est un accès séquentiel. Deuxième type d'accès, accès direct. Donc, c'est un accès direct à l'information. Donc, chaque information possède une adresse propre à laquelle on peut accéder directement. Exemple, les mémoires centrales. Donc, j'ai une adresse, j'utilise un décodeur, directement, il sélectionne la mémoire, le mot concerné ou bien l'information concernée. Donc, c'est un accès direct. Un autre type, c'est un accès semi-séquentiel. Donc, c'est un mélange entre le séquentiel et le direct. Par exemple, disque dur. Donc, pour accéder à une information stockée dans un disque dur, rappelons que le disque dur est divisé ou bien organisé en et chaque piste est divisée en secteurs. Donc, un accès direct à la piste, il déplace horizontalement la tête. Donc, ce n'est pas vertical, c'est horizontal. La tête. Donc, on a horizontal. De la tête. C'est un accès direct. Puis, il fait un accès séquentiel. Il tourne le disque jusqu'à arriver au bon secteur. Donc, c'est un accès séquentiel. Un autre type d'accès, c'est l'accès associatif. Une information est identifiée par sa clé. Donc, l'adresse d'une information est composée d'une clé, comme les mémoires caches. Donc, les mémoires caches utilisent l'adresse de l'information dans la RAM, puis il tire une clé à partir de cette adresse pour stocker les informations dans une mémoire cache. Passons maintenant au type de RAM. Donc, la mémoire principale, le premier type, c'est la RAM, Random Access Memory, une petite définition. Donc, c'est une mémoire volatile, vive. Pourquoi volatile? On a dit ça, le mot volatile. Lorsqu'on coupe le courant, les informations stockées dans la RAM sont perdues. C'est pour ça qu'elle est appelée volative. Elle est très, très rapide, bien sûr. Un accès direct à l'information. Organisée sous forme matricielle.
une matrice, contient des lignes et des colonnes, bien sûr, accessible en lecture et en écriture. Donc, on peut lire l'information et on peut écrire une information. Elle sert à stocker les programmes exécutés par le processeur. Donc, les programmes et son données sont chargés dans la RAM pour être exécutés. C'est bon. Elle est dotée de la commande read ou bien write, RW. Donc, lorsqu'on veut lire, on met dans cette commande 1, parce que read. Et lorsqu'on veut écrire, on met dans cette commande 0. C'est pour ça qu'elle est appelée RW bar, c'est-à-dire écrire read dans le 1 et write dans le 0. C'est la commande qui détermine la direction de transfert, bien sûr, lire ou écrire. Une deuxième commande, la commande CS, chip select. Donc, c'est une entrée qui permet d'activer ou de désactiver la mémoire. Donc, pour travailler sur cette mémoire, il faut mettre dans CS 1.1, bien sûr. Elle possède 4 lignes d'adresse, donc des lignes d'adresse pour localiser, bien sûr, les mots mémoire. Une ligne d'entrée pour envoyer l'information. Donc, elle possède une ligne d'entrée. C'est le et une ligne de sortie pour recevoir ou bien pour lire les mots à partir de cette mémoire. Elle possède bien sûr un décodeur et les mots mémoire. Donc, il a K entrée, la sortie d'un décodeur, donc 2 puissance K, qui permet de sélectionner le mot mémoire référencé par son adresse introduite. Voilà un schéma général d'une RAM. Donc, j'ai un ensemble de lignes, un ensemble de mots mémoire, un décodeur qui possède K entrée, voilà, K bits d'adresse. Donc, les sorties sont 2 puissance K et chaque sortie est connectée avec une ligne mémoire, un mot mémoire remarqué, pour sélectionner le mot mémoire concerné par la lecture ou bien écriture. Elle contient une commande chip select pour activer la mémoire. Donc, c'est la ligne de validation décodeur. Donc, si cette commande est 0, donc le décodeur ne marche pas. Donc, aucun mot n'est sélectionné. Et si chip select égale 1, le décodeur marche et il va activer un mot selon l'adresse introduite. Bien sûr, la commande lire ou écrire, RW bar. Et un bit de données, donc dans les deux sens, donc pour lire ou bien écrire des informations. Donc, c'est le schéma général d'une RAM. Cellule binaire. C'est quoi cellule? Donc, c'est un bit d'une mémoire. Donc, on a dit que les mémoires, c'est l'endroit de stockage de l'information. Il est composé d'un ensemble de cellules qui contient un seul bit. Donc, nous allons détailler c'est quoi une cellule binaire dans une RAM. Donc, chaque bit représente une cellule binaire possédant 3 entrées et une sortie. Donc, voilà le schéma général d'une cellule, d'une case, petite case, un seul bit. Elle possède la sélection S pour sélectionner la cellule. Donc, ligne de... donc, cette S, elle vient, donc cette S, c'est la ligne de sélection décodeur. Donc, c'est la provenance de cette S. Donc, remarquez la ligne de sortie du décodeur qui permet de sélectionner la cellule. Donc, pour sélectionner une cellule, donc c'est la ligne d'activation du décodeur. Bien sûr. La donnée lorsqu'on veut écrire une information, donc j'ai l'information in, un seul bit bien sûr, un bit d'information à écrire lorsqu'on veut écrire l'information.
La commande RW bar, est-ce qu'on veut écrire ou bien lire dans cette cellule? Voilà la commande lecture-écriture. Donc, elle possède 3 entrées. Voilà les 3 entrées. Et une out veut lire l'information, le contenu de cette cellule est lu dans cette sortie out. Un bit d'information lu. Très bien. Donc, c'est une cellule, c'est une boîte fermée qui contient un seul bit. Elle a 3 entrées S pour sélectionner la cellule. In, c'est l'information donnée. RW, c'est la commande qui permet de désigner est-ce que lire ou écrire, read ou bien write, et ligne de sortie. Très bien. Je peux détailler le contenu de cette cellule en utilisant des bascules. Par exemple, je peux utiliser réalisation une cellule binaire à l'aide d'une bascule JK. Donc, c'est un circuit séquentiel. Donc, je peux concevoir ce circuit. On a vu les méthodes de conception des circuits séquentiels dans le chapitre précédent. J'ai tracé directement, puisque le problème est simple, j'ai tracé directement la table d'excitation de ce circuit séquentiel. Dans la table d'excitation, on trouve quoi? On trouve les entrées du circuit. Et on a dit que cette cellule possède 3 entrées. Remarquez les entrées. S, la commande RW, l'entrée in, puis j'ai mis l'état présent. Donc, ce sont les colonnes, les premières colonnes dans une table d'excitation pour la conception d'un circuit séquentiel. Voilà, j'ai respecté la méthode. Puis, on trouve quoi? On trouve l'état suivant, Q+. La sortie, on a dit que la cellule binaire possède une sortie out, appelée out, et les entrées de cette bascule, on a dit qu'on va utiliser la bascule GK, donc l'entrée JK. Donc, comment remplir cette table caractéristique? Donc, je vais utiliser les mêmes méthodes vues dans le chapitre précédent. Donc, remplir les colonnes, les entrées avec l'état présent par toutes les combinaisons possibles. Remarquez, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 2, 0, 2, 1, 2, 0, 2, 1, 4, 0, 4, 1, 4, 0, 4, 1, 8, 0, 8. Bien. Maintenant, deuxième étape, selon les combinaisons de chaque ligne, je peux déduire l'état suivant et la sortie. Donc, je vais remplir maintenant l'état suivant et la sortie. Remarquez dans ce cas, remarquez dans ces 8 lignes, remarquez S à quoi est égal? S égale 0. Et S, cette commande S, c'est pour sélectionner la cellule. Donc, si S égale 0, cela veut dire quoi? Que la cellule n'est pas sélectionnée. Donc, est-ce qu'il y aura un changement? Puisque la cellule n'est pas sélectionnée. Donc, il y a une mémorisation. Donc, Q égale Q+. Remarque. Parce que la cellule n'est pas sélectionnée. On ne peut pas faire un changement dans une cellule n'est pas sélectionnée. Quelles que soient les autres commandes, RW, etc. Out. Qu'est-ce qu'elle donne en sortie? Puisque la cellule n'est pas sélectionnée. Donc, elle donne 0. Remarque. C'est bon pour cette partie. Donc, la cellule n'est pas sélectionnée dans cette moitié. Donc, l'état reste en mémorisation, Q égale Q+, et aucune sortie retournée. Très bien. Remarquez dans cette partie en vert, S égale 1. Donc, la cellule est sélectionnée. Maintenant, on travaille dans cette cellule. On peut travailler. Donc, maintenant, je vais lire la commande RW bar. À quoi est égal? 0. On a dit que RW bar, donc si cette commande égale 0, on fait write. Donc, je vais écrire dans cette bascule parce que la commande égale 0. 0 veut dire écrire. 1 veut dire lire. Donc, je vais écrire. Donc, je vais écrire quoi? Cette information in dans la bascule. Donc, maintenant, Q+ va
va contenir quoi? La valeur in, remarquez. 0011, parce que j'ai dans in 0011. Donc, j'ai écrit cette information dans la bascule. Donc, la nouvelle valeur de la bascule, c'est in 001. Très bien. Qu'est-ce qu'elle va afficher en sortie? Rien, parce qu'on est en train de faire une écriture. Donc 000. Rien à afficher. J'ai écrit. Donc, l'affichage, 0. Rien. Très bien. Remarquez cette dernière partie. Remarquez, la cellule est sélectionnée. Je peux travailler dans la cellule. La commande, quoi? Lire ou écrire? Elle est égale 1. Donc, read. Donc, écrire. Lire. Read, c'est lire. Très bien. Donc, je vais lire l'information. Donc, pendant la lecture, est-ce que l'information est changée? Non. Donc, Q plus reste Q. Remarquez. Parce que je suis en train de lire. La sortie, c'est quoi? C'est la valeur de Q. Donc, 0, 1, 0. Voilà. C'est bon la méthode, comment j'ai rempli ces deux colonnes Q plus avec out. Selon les trois ou bien les quatre colonnes précédentes. Très bien. Maintenant, comment remplir? Non, monsieur. Il y a un message. Quel est le problème? Le principe de la pile, c'est quoi? Non, monsieur. Out, c'est pas in. J'ai pas compris le out. نعاود معلش نعاودوها. Voilà, نعاود منها. Donc, une cellule binaire contient trois entrées. S, c'est pour sélectionner la cellule. Très bien. In, c'est le bit à écrire pour introduire un bit dans la cellule. C'est le in. Très bien. RW, c'est pour commander l'opération lire ou bien écrire. Très bien. Out, c'est la sortie de la bascule en cas d'opération de lecture. Donc, out est lié aux lectures, bien sûr. Ou in, on utilise in. Quand est-ce qu'on utilise l'entrée in? Lorsqu'on veut écrire. Dans le cas de write. Très bien. J'ai trois entrées et une sortie. Donc, je vais utiliser une bascule pour réaliser cette cellule. Donc dans cette boîte, il y a une bascule. Par exemple, JK. Donc, comment je peux réaliser ce circuit? Donc, j'ai utilisé les colonnes d'entrée du système S, RW bar, in, et l'état présent. Donc, c'est la table d'excitation d'un circuit séquentiel. On a vu ça, on a dit qu'on commence toujours par les entrées du système et l'état présent. Donc, ces quatre colonnes sont remplies par quoi? Toutes les combinaisons possibles. Remarquez, 0, 1, 0, 1, 2, 0, 2, 1, 2, 0, 2, 1. 4, 4, 0, 4, 1, 8, 0, 8. Très bien. Maintenant, je vais commencer au remplissage de ce tableau. Commençons par ce bloc. Remarquez, S à quoi est égal dans ce bloc? S à quoi est égal? 0. Donc, ou 0, c'est la ligne de sélection, c'est-à-dire la cellule n'est pas sélectionnée. Donc, on ne peut pas travailler dans cette cellule, ni lire, ni écrire, parce qu'elle n'est pas sélectionnée. Donc, l'état reste comme il est, donc 0 reste Q plus, aucun changement. Et la sortie, on ne peut rien trouver dans la sortie. Donc, rien, c'est 0. Pourquoi? Parce que la cellule n'est pas sélectionnée. C'est bon. Deuxième bloc, remarquez. S est sélectionné maintenant. C'est-à-dire, on peut travailler dans cette cellule. C'est bon. On peut accéder et utiliser.
remarquez RW égale 0. On a dit que si RW égale 0, c'est-à-dire la commande. Donc, je vais écrire. Écrire quoi? Écrire le in, ce bit. In. Donc, je veux écrire ce 0. Donc, Q plus égale 0. 0, 1, 1. Donc, Q plus égale in. C'est la valeur écrite dans la bascule. Sinon, in est 0. Donc, je vais obtenir 0. Et si le in est un 1, donc le résultat est un 1. C'est bon. Out, la sortie. Est-ce qu'il y a un problème de son? راح يمشي دوكا الصون راهي تسمعوا فيا نكمل. Oui, très bien. Lorsqu'on écrit, lorsqu'on est en train de faire une écriture, est-ce que la bascule retourne un résultat? Non. Donc rien dans out. Parce que out est utilisé seulement dans la lecture. Donc, je vais remplir le out par des zéros. Parce qu'on n'est pas en train de lire quelque chose. On est en train d'écrire. C'est pour ça que j'ai mis dans out 4 0 dans tous les cas. Le dernier bloc, remarquez, dans RW est égal 1, c'est-à-dire read, c'est-à-dire lire l'information. Donc, est-ce qu'on va changer la valeur de la bascule? Non, parce que c'est une lecture. Donc, Q plus égale Q. Remarquez, 0, 1, 0, 1. La sortie, c'est l'état de la bascule, c'est 0, 1, 0, 1. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a? Donc, je vais voir. Est-ce qu'il y a des questions? Comment j'ai rempli cette table d'excitation de cette cellule binaire? C'est bon, نكمل. Lire le contenu de la cellule. Lire quoi? Lire le contenu de la cellule. Lire Q, bien sûr. Voilà, lire Q. Donc, on doit trouver dans out la valeur de Q. Et Q plus, aucun changement, reste Q. Parce que dans read, oui, dans read, il lit la valeur de Q, oui. مازال ما حكيناش على الجيكا. خلينا حتى نكملوا هذا. C'est bon, كملنا c'est bon, ماكش des questions. Maintenant, comment remplir les JK selon la table d'excitation d'une bascule JK? Bien sûr. عندك هنايا. Donc, pour remplir les JK, selon Q et Q+. On a vu ça dans la conception des circuits. Donc, 0, 0. Quel est les JK équivalent? Je vais faire un exemple ou deux, puis je vais passer parce que ce n'est pas la peine de faire. Donc, remarquez, 0, 0. Donc, quel est les JK équivalent? Ou bien une mémorisation, donc ou bien une 0, 0 dans JK, ou bien ils ont commandé un 0 par le K. Donc, c'est 1, parce que K commande le 0. Donc, quel est le JK maintenant équivalent? C'est 0x. Très bien. Voilà, on échauffe les commentaires. Donc, très bien. Voilà, 0x. Toujours lire 1, 1. C'est quoi 1, 1? Ou bien une mémorisation. Alors, on va dire deuxième cas. Ou bien mémorisation. Remarquez 1, 1. Ou bien ils ont commandé un 1 par J. Donc, 1, 0. Donc, c'est x0. Voilà. Très bien, j'ai terminé les JK. Maintenant, l'étape suivante, calculer les fonctions de quoi? De out en fonction de S et RW et calculer l'équation de J et de K en utilisant le tableau de Carnot. Et je peux tracer directement le logigramme de cette cellule binaire. J'ai accéléré dans cette étape parce que c'était une révision du chapitre précédent. Donc, out est égal S fois RW bar fois Q. G est égal S RW
bar, le tout bar fois in. K est égal S fois RW bar, le tout bar fois in bar. Donc maintenant, je peux tracer la cellule. Voilà. La bascule JK avec la 5 valeurs. C'est quoi 5 valeurs? La sortie out, les trois entrées S ou RW et in. Donc, cette commande RW, je peux l'appeler RW bar R/W. C'est un nom d'une commande. Hein. Ce n'est pas une opération. Slash, ce n'est pas une division ou quoi. Ou bien cette barre, ce n'est pas une négation. C'est un nom de la commande RW. Donc, on peut utiliser la RW comme un nom. Hein. Ce n'est pas important. Ah. Dans le logigramme, j'ai pu tracer le bar, c'est pas grave. L'essentiel, c'est la commande RW bar. Est-ce que c'est clair jusqu'à présent? On chauffe les questions. On utilise 5 valeurs. C'est quoi 5 valeurs? Je n'ai pas compris cette 5. C'est quoi valeur 5? 5 variables? Non, 4 variables. C'est les variables. Ah, une division chapitre 1. Les variables S, W, N et Q. Comme on a vu dans le chapitre précédent. Voilà, les variables هذو. 4 variables. Ce sont les variables qui sont remplies par toutes les combinaisons possibles. Sont utilisées dans le tableau de Carnot pour calculer out et J et K. Tout simplement. Où est le problème? نكمل. Je peux réaliser la même cellule à l'aide d'une bascule D. Par exemple, à remarquer les mêmes colonnes. Les mêmes colonnes S, R, W, N, Q sont remplies par toutes les combinaisons possibles. Q plus et out, on a déjà calculé, ce n'est pas un problème. Et D. Donc, à la place de JK, je vais utiliser D. D à quoi est égal? Égal Q plus. Donc, 0, 1, 0, 1, 0, 1, comme Q plus. Remarquez, j'ai copié D à partir de Q plus. Remarquez. Très bien. Et j'ai calculé la fonction de D. La fonction de out reste comme elle est. Aucun changement. D, une nouvelle fonction en utilisant le tableau de Carnot, bien sûr. Donc, D est égal S bar Q plus RW, Q plus S, RW bar fois in. Et j'ai tracé le logigramme. Donc, vous pouvez vérifier, recalculer ces fonctions, bien sûr, à l'aide du tableau de Carnot. Et s'il y a des problèmes, vous pouvez m'envoyer vos questions. Maintenant, je peux tracer un schéma détaillé en utilisant des bascules. Exemple, une rame statique. Pourquoi statique? Parce que j'ai utilisé les bascules. Hein, de 4 fois 3. C'est quoi 4 fois 3? C'est-à-dire 4 lignes, 3 colonnes. 4 lignes, 3 colonnes. Remarquez. 4 lignes, 1, 2, 3, 4. Donc, c'est une matrice, oui. 3 colonnes. On a dit que c'est une forme matricielle. Et chaque case représente une cellule binaire qu'on a déjà détaillé son contenu. C'est une bascule et des portes logiques. Très bien. Je vais utiliser un décodeur pour sélectionner les lignes. Donc, puisque j'ai 4 lignes, donc j'ai besoin d'un décodeur qui possède 4 sorties. Donc, les entrées de ce décodeur, combien? 2. Donc, c'est un décodeur 2 vers 4. Remarquez, dans les entrées, on trouve, voilà, l'adresse. Et les sorties sont les S. Très bien, remarquez. Pour activer le décodeur chip select, remarquez les sorties de décodeur. Pour chaque ligne, chaque sortie active une ligne à la fois. Remarquez. C'est le S. Donc, c'est le S équivalent. Voilà.
c'est le S qui permet, voilà, qui permet de sélectionner la cellule. Je peux, voilà, remarque. C'est bon. Donc, on a dit que la cellule contient 3 entrées. La première entrée, c'est le S, c'est la sélection. Donc, c'est la ligne de sortie de décodeur. Très bien. La commande RW, lire ou bien écrire. Remarquez, elle est connectée avec toutes les cellules. Remarquez. Voilà, je peux écrire dans la cellule RW. Donc, c'est le RW bar. Voilà. La question, est-ce que je peux accéder à une seule cellule? Non, la lecture se fait par ligne, par un mot directement. Donc, c'est une ligne mémoire ou bien un mot mémoire. Z, qu'est-ce qu'il nous reste? Le in, l'entrée à écrire. Remarquez le in. Donc, il est connecté, il est sur 3 bits, parce que j'ai 3 colonnes. Donc, il est connecté dans chaque in est connecté à sa colonne. Remarquez. Voilà. Donc, c'est le in. Je peux écrire ici. Très bien. Qu'est-ce qu'il nous reste? Le out, la sortie. Donc, chaque cellule possède sa sortie. Remarquez. Une porte OR et une sortie binaire unique pour chaque colonne. Remarquez. Out. Donc, maintenant, la sortie de la mémoire, en général, c'est sur 3 bits. Allez, remarquez 3 flèches. Voilà, c'est un schéma détaillé d'une RAM. Donc, on trouve plusieurs types de RAM selon la technologie de fabrication. Les RAM sont classées en 2 catégories. On trouve les RAM statiques et les RAM dynamiques. Je vais détailler c'est quoi une RAM statique, c'est quoi une RAM dynamique. Donc, une RAM statique sont les SRAM, static RAM. Un bit est formé par une bascule dans les mémoires statiques. C'est pour ça que j'ai utilisé dans le titre précédent conception d'une mémoire statique. Donc, dans les mémoires statiques, le bit est composé ou bien est représenté par une bascule D. Pourquoi statique? Parce que l'information est stable. Dans les DRAM, les mémoires dynamiques, un bit est représenté par ou bien est formé par un condensateur. Donc, lorsqu'on veut écrire un 1, on charge le condensateur. Et lorsqu'on veut écrire un 0, on le décharge. Et naturellement, le condensateur, seul, s'il est chargé après une période, après une durée, il commence à se décharger. Donc, le 1 peut convertir en 0. C'est pour ça qu'il est nécessaire de faire un rafraîchissement. Donc, c'est pour ça que la mémoire, le stockage dans cette DRAM est temporaire. Deux stockages remarqués sans dégradation. Dans la mémoire statique, l'information est stockée sans dégradation parce que c'est une bascule. Mais dans le condensateur, il y a une dégradation. Donc, remarquez, le condensateur se décharge. Donc, un peut devenir un 0 si le condensateur est déchargé. Donc, toujours, il nécessite un rafraîchissement, un rechargement des condensateurs pour assurer les 1, pour garder les 1. La vitesse
Donc, la mémoire statique est plus rapide que la mémoire dynamique. Le coût de fabrication, donc les mémoires statiques sont plus coûteuses, bien sûr. La densité, donc elle est haute dans les DRAM. Donc, on peut, dans un petit espace, dans un petit espace, on peut placer un nombre plus important de bits qu'au bascule. La consommation énergétique, donc les DRAM consomment moins d'énergie électrique. Utilisation, donc les bascules, les SRAM sont utilisés généralement dans les mémoires caches, parce que la mémoire cache est plus rapide. Donc, on a dit que les SRAM sont plus rapides et de petite taille. Donc, le coût n'est pas un problème parce que la taille d'une mémoire cache est réduite. Et les DRAM, les mémoires dynamiques, sont utilisées dans les RAM qui sont placées dans la mémoire centrale. Les DRAM, donc passons maintenant, c'est quoi une mémoire cache? On a parlé d'une mémoire cache, je vais faire la question. C'est quoi une mémoire cache? Donc, c'est une mémoire placée dans le microprocesseur ou bien proche du microprocesseur, contient des copies des informations qui sont stockées dans la mémoire centrale. Des copies. Donc, des copies des informations en général les plus utilisées. Lorsque le microprocesseur a besoin d'une information, au lieu de connecter vers la RAM pour charger l'information, donc il utilise la copie qui est dans le cache pour gagner un peu de temps. Donc c'est une mémoire qui est remplie automatiquement, bien sûr, elle est programmée, elle a une politique de stockage des informations, elle fait des remplacements, chaque fois elle trouve une information utilisée, elle stocke cette information, elle libère les anciens mots qui ne sont pas utilisés, etc. C'est la mémoire cache. Donc, les mémoires dynamiques, on distingue deux catégories. Les mémoires dynamiques asynchrones, c'est la première génération des DRAM. Donc, l'intervalle de temps entre deux accès mémoire consécutifs n'est pas régulier. Le microprocesseur ne peut pas engager un nouvel accès tant que l'accès précédent n'est pas achevé. C'est-à-dire, cette première génération, ce qui est des mémoires asynchrones, lorsque le microprocesseur commence une opération de lecture ou bien écriture, il ne peut pas commencer une autre opération jusqu'à la fin de l'opération précédente. Donc, jusqu'à que la RAM est libérée. Donc, il attend jusqu'à la fin de l'opération précédente. Donc, le temps n'est pas régulier pour commencer une opération. Voilà quelques versions, quelques exemples dans cette génération. Deuxième famille, deuxième génération, les mémoires synchrones sont synchronisées par le signal d'horloge. Donc, le rythme de sortie des informations est régulier. Il est synchronisé, bien sûr, avec les tops d'horloge. Par exemple, lorsque le microprocesseur commence une lecture, par exemple, la lecture est composée de 4 étapes. Donc, si la première étape est achevée, on est dans la deuxième étape de lecture, il peut commencer une deuxième lecture. Il peut exécuter la première étape parce qu'elle est libre, elle est achevée. À chaque top d'horloge, il peut commencer des lectures ou bien des écritures en même temps. Donc, les opérations sont ordonnancées. Le microprocesseur peut engager des accès consécutifs, même si l'accès précédent n'est pas achevé. Donc, il ne va pas attendre jusqu'à la fin d'une opération pour commencer une nouvelle. Donc, par exemple, si la première étape est achevée, il commence la première étape de la prochaine opération, de la prochaine lecture. Voilà, donc c'est une méthode plus rapide. Voilà, plusieurs versions de cette mémoire, les SDRAM, les DDRAM, etc.
Les ROM, maintenant, on peut arrêter à ce niveau. Donc, nous allons traiter, par exemple, les ROM dans la prochaine séance. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à présent? Parce que les cours sont des définitions, je sais qu'il est un peu lourd. Est-ce qu'il y a des questions? On continue. Bon, كملوا. Très bien, كملوا. Donc, deuxième type de mémoire, Hamel, كملوا. Les ROM, Read Only Memory. Donc, ce sont des mémoires en général en lecture seule. Voilà, Read Only Memory. Très bien. On a dit dans l'utilisation que lorsque le démarrage d'un ordinateur, il est besoin d'exécuter un programme qui contient les instructions de démarrage préliminaire. Donc, ce programme est enregistré dans une ROM. Voilà, c'est la ROM. Elle contient des informations du BIOS pour le démarrage préliminaire. Voilà, c'est une mémoire permanente parce que les informations sont stockées d'une manière permanente. Elle est morte parce qu'elle n'est pas, elle ne subit pas des changements. Accessible uniquement en lecture. Donc, on peut lire les informations en général, on ne peut pas écrire. Donc, la commande RW n'existe pas. C'est seulement R, toujours lire. Elle contient les premières instructions nécessaires à la machine pour démarrer. Il existe bien sûr plusieurs versions de la ROM. On peut trouver plusieurs versions. Chauffons les versions de la ROM. La ROM classique, la première version, c'est une ROM classique. L'information est enregistrée de manière irréversible, c'est-à-dire on ne peut pas effacer et écrire, donc c'est une manière définitive. Lors de la fabrication, donc c'est qui fait la fabrication de la ROM, il peut écrire son contenu, il peut la remplir une fois pour toutes. Le principe de réalisation de ces mémoires est le réseau de diodes. C'est quoi une diode? C'est un composant comme ça. Il fait quoi ce diode? Remarquez. La diode, donc, elle ne laisse passer le courant que dans un seul sens, comme ça. Voilà. Et si le courant arrive de ce côté, donc la diode bloque le courant. Voilà, remarquez, il est bloqué. Donc, le courant passe d'un sens et il est bloqué de l'autre sens. Voilà, c'est le rôle de ce composant électronique. Donc, les mémoires classiques sont fabriquées en utilisant de ces composants. Un exemple pour éclaircir les choses. Réalisation d'une ROM classique. 4 fois 3, c'est-à-dire 4 lignes, 3 colonnes. Ci-dessous. Donc, c'est cette ROM. Elle contient 011, 101, 001, 010. Ce sont les adresses des mots. Donc, elle est l'adresse 00, 2, 3. Donc, comment réaliser une ROM qui contient ces informations en utilisant des diodes? Remarquez bien, le principe est simple. Un décodeur 2 vers 4, donc deux lignes d'adresse. Donc, le décodeur, bien sûr, possède 4 sorties, voilà, 4 lignes. Bien sûr, pour activer la ROM, une commande CS, 4 lignes de sortie. Très bien. Et 3 colonnes, j'ai 3 fils qui sont à 0. Voilà, remarquez. Et là où il y a un 1, je place une diode, remarquez. Remarquez, c'est un, remarquez, ici c'est un 0,1. Remarquez, j'ai lu cette information. C'est un 0, donc aucune diode. Un 1, voilà, une diode qui passe le courant ici pour avoir un 1. Parce que lorsque la ligne est sélectionnée, un 1
est généré dans cette sortie. Par exemple, s'il s'agit de cette sélection, bien sûr. Donc, remarquez 0, 1, 1. Parce que ce câble n'est pas connecté avec ce câble. Donc, ici, 0, 1. Très bien. Comment écrire 1, 0, 1 dans la deuxième ligne? 1, 0, 1. Remarquez. 1, 0, 1. C'est bon, le principe. Remarquez, troisième ligne. 0, 0, 1. Donc, je vais placer une diode ici. Voilà. La dernière ligne. Je n'ai pas compris. La dernière ligne, c'est 0, 1, 0. Est-ce qu'il y a des questions? Moi, je me fais touche. Quel problème? J'ai pas le problème. On a le principe. Remarquez, j'ai placé un décodeur qui contient 2 entrées, 4 sorties. Pourquoi 4 sorties? Parce que j'ai 4 lignes. Pourquoi j'ai choisi ce décodeur? Parce que j'ai 4 lignes, donc j'ai cherché un décodeur de 4 sorties. Un décodeur qui possède 4 sorties, et là 2 entrées, les adresses. Très bien. Et j'ai fait en intersection 3 lignes pour faire les sorties, parce que j'ai 3 colonnes. Très bien. Donc, cette ligne représente cette ligne. La première ligne. Là où il y a des 1, je mets une diode. Remarque. Donc, les lignes sont initialisées à 0. Donc, aucun courant qui ne passe. C'est bon. Par exemple, lorsque je veux écrire cette ligne, donc je mets ici 0, 0. Donc, cette ligne est activée. Mais comment je peux obtenir dans la lecture 0, 1, 1? Donc, il faut passer le courant ici. Voilà. Et un courant ici. Donc, je vais obtenir ici 0, parce que remarquez, il est en 0. Maintenant, ce 1 est passé, donc 1, 1. C'est bon. Par exemple, je mets dans l'adresse 0, 1, la deuxième ligne. Cette ligne est activée. Le reste en 0. Donc, le résultat est toujours 0, 0, 0. Donc, parce que le courant est dans la deuxième ligne. Donc, comment forcer le 1 ici, 1 ici? Je vais placer une diode ici. Donc, ce 1 passe par là. 1, 0. Donc, je vais laisser comme ça. Et, donc, remarquez, 1, 0, 1. Donc, l'idée générale, là où il y a un 1, placez une diode. Ah, tout simplement. Remarquez la troisième ligne. 0, 0, 1. Voilà. La dernière ligne, remarquez. 0, 1, 0. Donc, 0, 1, 0. Est-ce que c'est clair? Maintenant, est-ce qu'il y a une question? Le principe. Donc, c'est la mémoire classique. Donc, le placement de ces diodes, qui fait ce placement? Le fabricant qui fabrique cette mémoire, et il écrit, oui, c'est clair, très bien. Il écrit dans la ROM. L'utilisateur ne peut pas changer. Il ne peut que faire des lectures. Très bien. Pourquoi ils ont utilisé le diode? Parce que là, on a dit que le courant passe que dans un seul sens. Pourquoi? Par exemple, si on a utilisé par exemple un fil simple, par exemple. Donc ce 1, par exemple, peut ce 1 maintenant, par exemple, comment je peux expliquer? Voilà. Par exemple, ce 1 peut monter ici. Donc, il peut qu'arriver, il est possible d'avoir des informations, n'importe quoi. Donc, c'est pour ça qu'ils ont utilisé des diodes pour laisser le courant passer à une seule direction, pour assurer que l'information écrite est correcte. Ce sont les ROM classiques, c'est la première catégorie, les ROM classiques. Deuxième famille des ROM, les PROM, programmables ROM.
Donc, c'est une ROM à enregistrement irréversible. Donc, l'utilisateur, maintenant, il a le droit d'écrire dans la ROM, mais une seule fois. Toujours enregistrement irréversible, c'est-à-dire on ne peut pas écrire plusieurs fois et effacer. Grâce à un dispositif appelé programmateur de PROM. Donc, l'utilisateur peut utiliser un appareil pour écrire dans la ROM, mais une seule fois. Les cellules mémoire sont munies de fusibles qui sont détruites lors de la programmation. Remarquez le principe, c'est le même principe de la ROM précédente. Une diode, maintenant, elle contient une fusible. Donc, dans ce cas, le courant passe. On peut avoir un 1. Lorsqu'on veut avoir un 0, l'appareil qui est appelé programmateur, il fait donc, lorsqu'on veut avoir un 0, donc on va détruire cette fusible à l'aide de cet appareil. Remarquez, voilà. Elle est ouverte, elle est détruite, donc le courant ne passe pas. Donc, c'est le principe d'écriture dans une ROM qu'elle est appelée PROM. Remarquez un exemple pour éclaircir les choses. Réalisation de la PROM 4 x 3. Voilà, la même mémoire. Elle a 4 lignes, 3 colonnes. À l'aide d'une PROM maintenant. Ce n'est pas une ROM, une PROM. Remarquez, un même décodeur, 2/4, ligne d'activation, 3 lignes pour les sorties. Voilà. Dans le principe, dans les connexions, il place des diodes qui n'ont munies diffusibles dans toutes les cases, remarquez. C'est-à-dire, par défaut, la mémoire est remplie par des 1, la totalité, par des 1. Et là, on veut écrire un 0, par exemple, ici est 1, 1, 1. Donc, lorsqu'on veut écrire ce 0, la fusible détruite. Voilà. Donc, remarquez l'ouverture de cette fusible, remarquez. Voilà. La différence, remarquez. Fusible détruit plus de fusible normal. Donc, c'est le temps 0, 1, 1. C'est bon le principe. Remarquez, deuxième ligne. C'est ce 0-là. Donc, remarquez ici. C'est bon. C'est un 1, 0, 0. Remarquez la troisième ligne, 0, 0, 1. Remarquez. Détruire cette fusible devient 0, 0. Et laisser la troisième. Donc, 0, 0, 1. Remarquez la dernière ligne, 0, 1, 0. Donc, détruire la première, laisser la deuxième et détruire la troisième. Donc, 0, 1, 0. Donc, c'est le principe des PROM. Donc, ils ont utilisé des diodes qui sont connectées à des fusibles. Toutes les cases sont connectées directement. Donc, par défaut, la ROM, au début, bien la PROM est remplie par des 1. Et là où on veut écrire des 0, on utilise cet appareil qui est appelé programmeur de PROM pour détruire les fusibles dans les cases où on veut écrire des 0. C'est le principe. Voilà. Le dernier point, dans autre type de ROM, EPROM, Erasable PROM. Donc, c'est une PROM, mais elle est effaçable. Elle qui représente l'avantage de pouvoir être effacée. Donc, on peut effacer une PROM et réécrire. Bien sûr, le nombre d'écritures est limité, bien sûr. Donc, il faut soumettre à un rayonnement ultraviolet pendant 30 minutes. Donc, c'est une autre technologie, on en détail. Une autre génération électrique
EPROM, c'est une mémoire EPROM électrique. Elle est effaçable, bien sûr, un nombre limité, bien sûr, sans procédé électrique, sans utiliser des rayons. Alors, ce sont des nouvelles technologies. Les mémoires flash qui profitent des technologies des EPROM et SRAM, rapidité, rafraîchissement, et ça. Donc, ce n'est pas la peine de détailler ces mémoires. Remarque, le dernier point pour terminer notre leçon, on peut utiliser une ROM dans la réalisation de n'importe quel circuit combinatoire. N'importe quel circuit combinatoire, on peut utiliser une ROM sans simplification, sans porte logique directement. Remarquez, je vais faire un petit problème. Exemple, réaliser un comparateur de deux nombres sur 2 bits chacun en utilisant une ROM. Voilà, c'est un problème combinatoire, un circuit combinatoire, mais la solution en utilisant une ROM. Un comparateur. C'est quoi un comparateur? On le donne deux nombres sur 2 bits chacun, remarquez, et il possède 3 sorties. S, si ce nombre est supérieur, donc on doit trouver 1, 0, 0, un 1 dans S parce que supérieur. Si les deux nombres sont égaux, on trouve dans E 1 et ici 0, 0. Ici A est inférieur à B, on trouve un 1 dans la sortie inférieure. Donc supérieur égale inférieur. Donc c'est un problème combinatoire. On peut le résoudre à l'aide des portes logiques, des simplifications par tableau de Carnot. On peut le résoudre en utilisant des multiplexeurs ou bien des codeurs. Et on peut le résoudre à l'aide d'une ROM. C'est une autre méthode de résolution des problèmes combinatoires en utilisant une ROM. Voilà la table de vérité. Remarquez. J'ai placé, voilà, j'ai placé le nombre A et le nombre B sur 2 bits chacun. Donc, cette partie est remplie par toutes les combinaisons possibles. Remarquez 0, 1, 0, 1, 2, 0, 2, 1, 2, 0, 4, 0, 4, 1. Et à chaque fois, je fais la comparaison. Remarquez, A à quoi est égal? 0 ou B égale 0. Donc, il y a une égalité. Donc, 1 ici. C'est bon, comment remplir cette table? Deuxième cas, A égale 0, 0 ou B égale 0, 1. Donc, A inférieur à B. Donc, pourquoi j'ai mis un 1 ici? Deuxième cas, 0 avec 10, inférieur. 0 avec 11, inférieur. Donc, 0, 1 avec 0, 0. C'est supérieur. A supérieur à B. Voilà, remarquez, supérieur, S. 0, 1, 0, 1, égalité, etc. Donc, c'est facile à remplir, c'est facile de remplir la table de vérité. Maintenant, comment utiliser une ROM pour réaliser ce circuit? Remarquez le principe. Nous allons utiliser une ROM de 16 fois 3. Voilà le choix de la ROM. Pourquoi 16 fois 3? 16, c'est le nombre de lignes de la table. C'est pourquoi j'ai choisi une ROM de 16. Remarquez le nombre de lignes de la table de vérité. Remarquez. 16 lignes. 1, 2, 3, 4, 6, 16. Donc, 16 lignes. Donc, c'est la ROM. Donc, on a choisi une ROM de 16 lignes. Pourquoi 3 colonnes? 3, c'est le nombre de fonctions. Remarquez le nombre de fonctions. Combien de fonctions? S, E, I. 3 fonctions, donc 3 colonnes. Très bien. Donc, c'est clair le choix de la ROM. Le nombre de lignes, le nombre de colonnes. Le nombre de lignes, c'est le nombre de lignes de la table de vérité. Et le nombre de colonnes, c'est le nombre de fonctions de la table de vérité. Très bien. Le nombre de lignes d'adresse dans cette ROM, puisque j'ai 16 lignes, combien de lignes d'adresse? 4. Parce qu'on met ln16 sur ln2, on trouve 4. Très bien. Donc, les lignes d'adresse sont les variables du problème. A1, A0, B1, B0. Très bien.
Donc, la ROM est remplie par quoi? Par les valeurs des trois colonnes. SEI. Les valeurs des trois colonnes sont remplies, sont les valeurs de la ROM. Remarquez, c'est quoi les valeurs? C'est ça. Donc, c'est ça la ROM. Voilà. هذه هي la ROM. Voilà. Remarquez. 3 colonnes, 16 lignes. C'est la ROM. Tout simplement. Et les valeurs des fonctions trouvées, c'est le bus de données de cette ROM. Remarquez la solution. Un décodeur de 4 vers 16. Une ROM. Bien sûr, activation de la ROM toujours. Et la table. Donc, cette table, c'est la copie des fonctions. Et les sorties sont ce qui est lu dans cette ROM. C'est le bus de données. Voilà. SEI. Voilà. Un exemple d'utilisation d'une ROM pour la résolution des problèmes combinatoires. Est-ce qu'il y a une question dans cet exercice? Je chauffe les questions. C'est bon. Donc, l'idée, pour n'importe quel problème, l'idée, c'est quoi? Donc, tracer la table de vérité de ce problème, bien sûr, et choisir une ROM. Le nombre de lignes, c'est le nombre de lignes de la table de vérité. Le nombre de colonnes de la ROM, c'est le nombre de fonctions du problème. Les adresses qui sont entrées dans le décodeur, ce sont les variables du problème. Très bien. Et les fonctions sont les bus de données de la ROM. Et la ROM est remplie par les colonnes des fonctions. Voilà. Est-ce qu'on utilise des diodes? Non, puisque la ROM utilisée, le type n'est pas important. Une PROM ou bien une EPROM, parce que la ROM, elle est chargée, elle est écrite par le fabricant. Donc, dans notre problème, on peut utiliser un autre type de ROM, une PROM ou la EPROM ou la EEPROM, etc. L'essentiel, une ROM où on peut écrire à l'aide de l'appareil qui est appelé programmeur de ROM, bien sûr. C'est bon. Est-ce qu'on continue? L'utilisation du code n'est pas importante. L'essentiel, une mémoire morte ou خلاص. نكملوا ولا نحبسوا هنايا؟ باسكو هادو كامل دي ديفينيسيون. اون اريت فوالا معليش. فوالا دونك نبعث لكم الفيش هذا كومبلي في الجروب فيسبوك تاعكم. لا بروشين فوا نكملوا ان شاء الله وقتها صامدي ان شاء الله. ما كاش دي كيستيون؟ Très bien. Merci, d'accord. Salam alaikum wa rahmatullah.